Le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue débarque à Rouyn-Noranda du 28 au 31 août. Venez célébrer avec nous le meilleur de la musique québécoise en compagnie de Jay Scott, Claude Pelgag, Les Trois Accords, Ariane Roy, Pierre Lapointe, Marie-Pierre Arthur, Shreeze et bien d'autres. Réservez vos billets dès maintenant au fmeat.org. C'est la rentrée à l'UQAM et comme à chaque début de session, à choc.ca, la radio des étudiants de l'UQAM, on est en période de soumission de projet. Ça veut dire que votre rêve de présenter votre concept d'émission est devenu réalité. Et ce qui est fantastique, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en radio. Notre équipe ici en a, puis on est là pour vous accompagner. Du 25 août au 22 septembre inclusivement, c'est le moment de nous montrer vos couleurs. Le formulaire d'inscription est disponible en bannière sur le site web de choc.ca. En tant que directrice de la programmation, je vous donne un petit conseil si vous voulez vous démarquer. Soyez le plus précis possible dans votre description. Puis pour la démo, pas besoin de vous louer un studio de production d'envergure, là. Ça peut se faire directement sur votre téléphone. J'ai super hâte d'entendre vos propositions. Rendez-vous sur choc.ca jusqu'au 22 septembre. Du 2 au 4 septembre, l'UQAM vous invite à sa grande rentrée musicale, une série de spectacles gratuits pour célébrer l'année scolaire qui commence. Mardi, c'est la grande rentrée musicale présentée par Choc.ca avec Chef Frank et Bonbonbon à la Place Pasteur. Mercredi, l'UQAM en spectacle fait sa rentrée avec notamment Laura Chambry, Gazebo Gang et Will Véro. Enfin jeudi, c'est Naomi et Clay and Friends à l'Espace Saint-Denis. Plusieurs autres activités sont offertes, donc pour la programmation complète, rendez-vous sur uqam.ca/grande-rentrée. Salut, c'est Larynx. Vous, ça vous choque? Moi, ça me débloque. Le destin, je l'ai trouvé ici, à Choc, dans CA. Onde civique. Un balado scientifique pour nous mobiliser. C'est ça, la manière dont on gère notre ménage a été façonnée d'abord et avant tout pour répondre à des impératifs de croissance économique. Puis on le voit concrètement à travers les choix que l'État a fait et à travers c'est ça, les choix qu'on nous offre en termes de produits et de services. Dans l'épisode d'aujourd'hui, On rencontre à nouveau Paolo Miriello pour s'attaquer cette fois-ci à la deuxième solution de Catherine au manque de temps de qualité, la meilleure répartition du travail invisible. on cherche à comprendre l'évolution du travail ménager dans l'histoire récente du Québec et comment mettre au goût du jour le besoin qu'on a de passer la mop. Heureusement, l'État arrive en sauveur. L'État est beaucoup plus... L'État couche avec les grandes entreprises dans le sens que... Ça, c'est sexy. Ouais, ça... Bienvenue à Onde civique. Et c'est parti! Aujourd'hui à l'émission, on répond à ces questions. Comment l'équilibre entre travail et travail ménager a-t-il évolué? Pourquoi on n'apprend plus à tricoter à l'école? Comment les institutions influencent la vie privée et domestique et le travail des femmes? C'est quoi l'économie domestique? C'est quoi le rôle des ménagères dans la nationalisation de l'électricité? Et quelles idées pourraient collectivement s'attaquer à la surcharge domestique? Ce que nous disent les ménages. Saison 1, épisode 7. Charleroi. Maryse Tremblay. Donc, on a terminé d'investiguer la solution de travailler moins en beauté au dernier épisode avec la gang de Libérer la paresse. C'était vraiment un bel entretien. Hein? Génial. Ben oui, dans les 4 prochains épisodes, on va parler à différentes personnes sur la charge domestique qui, souvent, on le verra, est la responsabilité encore aujourd'hui des femmes. Puis, tu sais, on avait pris cette décision-là parce qu'on s'était dit qu'il y a, en fait, il y a 2 façons de récupérer du temps de qualité. Il y a enlever du temps de travail et aussi enlever du temps un peu... À la maison, à travailler. Exact. Travail qu'on ne voit pas. Exactement, qui est surtout en plus pas reconnu. Fait que... Marie, c'est important de faire un petit aparté avant de commencer parce que là, on va parler de la répartition des tâches dans les ménages. Mais il faut savoir que le terme ménage, ça ne concerne pas uniquement l'hétérosexualité, Maryse. Oui, tout à fait, parce qu'on entend souvent l'homme et la femme qui ont des rôles complémentaires, des stéréotypes de genre.
Mais ces stéréotypes de genre-là, même si on est dans un couple gay, un couple de lesbiennes, bref, dans les communautés queer, on peut retrouver les mêmes patterns. Il peut y avoir des gens qui ont des rôles plus féminins dans un couple, même si c'est deux femmes, et des gens qui vont avoir des rôles plus masculins. Puis ça, on appelle ce terme-là souvent l'homonormativité. Donc, on répète les patterns hétérosexuels, même dans les ménages qui sont homosexuels. Donc, ça reste quand même pertinent ce qu'on va entendre pour différentes configurations amoureuses. Puis en plus, l'économie domestique, c'est vraiment son champ d'études, fait que ça va être vraiment intéressant aujourd'hui. Et pour commencer, on lui a demandé de résumer sa thèse de doctorat. Date de l'entrevue, octobre 2024. Ta thèse s'intéresse à l'historique et les dynamiques de division de travail au sein des ménages comme acteurs économiques. Eh bien, peux-tu nous en parler un peu plus là, sur tes constats là-dessus? OK, donc je suis encore au premier balbutiement du projet. Là. C'est quelque chose qui se développe encore. Mais c'est un sujet aussi qui est très, très large, qui peut être abordé de plusieurs manières. Donc, en termes de division du travail et du rôle du ménage comme acteur économique, moi, je m'intéresse surtout aux relations que le ménage entretient avec quelques institutions clés qui, en retour, vont venir définir ce qu'est un ménage et ce que ça fait économiquement et socialement. Donc, ces institutions en particulier sont l'Église, l'État, le marché et les mouvements sociaux. Donc, c'est ça. Ils ont toute leur influence sur la manière dont le travail est divisé au sein du ménage, puis aussi sur le genre de travail qu'on va faire au ménage. Par exemple, le genre de travail, ça pourrait être quoi? C'est ça. De façon générale, le travail ménager, c'est pas mal tout ce qu'on fait pour assurer sa propre survie, ce qu'on appelle souvent le travail de reproduction sociale. Donc, ça va être évidemment se faire à manger, ça peut être prendre soin des autres, élever des enfants, ça fait partie aussi, c'est une partie très importante du travail de reproduction. Ça peut inclure la réparation de vêtements, il y en a qui vont même inclure le transport, le temps qu'on passe juste à se déplacer pour pouvoir, je sais pas, aller à l'épicerie ou c'est ça, consulter des professionnels, je sais pas. Donc c'est ça concerne tout ça. On a tendance même à confondre le travail ménager avec la reproduction sociale, qui est comme plus large et qui inclut des choses qui vont avoir lieu à l'extérieur du ménage, notamment, par exemple, l'école. Ben, l'école génère une partie de l'éducation qui se fait à la maison, mais on passe la majorité de son temps à l'école, donc à l'extérieur du ménage. Mais voilà, donc le travail ménager, généralement, c'est du travail de reproduction sociale. Fut un temps, le travail ménager incluait aussi du travail productif et même que les ménages produisaient et vendaient des biens à partir du ménage. Donc ça, c'est un peu une époque révolue. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vu qu'on produit plus de temps à la maison, généralement, quand on parle de travailler à la maison, on parle de se reproduire. Et c'est ça, si je peux poursuivre un peu sur les institutions en question. Historiquement, l'influence que l'Église a eue sur le ménage, c'est de carrément vouloir le former à une certaine image, à un certain idéal, ou en fait, plus particulièrement, l'Église cherchait à former la ménagère. Donc, de former la femme au sein du ménage pour qu'elle soit la principale responsable de essentiellement toutes les affaires ménagères. Donc, ça impliquait non seulement de prendre sur soi en fait, la forte majorité, voire tout le travail ménager, mais il y avait aussi une volonté de non seulement les confier dans ce rôle-là, mais d'aussi s'assurer que les ménagères étaient des ménagères scientifiques, rationnelles, économes, même patriotiques. Donc, ça faisait vraiment partie de cette mission d'éducation des femmes, c'était de dire, en fait, la femme est, et là je cite une des principale fondatrice des premières écoles d'enseignement ménager, on disait que la femme était essentiellement le rempart de la race contre les excès de la modernité. Donc, on parle de consumérisme, on parle de la destruction de la famille traditionnelle. Donc, à l'époque où on a commencé à vraiment vouloir former les femmes dans un rôle ménager, c'est parce qu'on se disait, là, la modernité est en train de tout détruire. Et c'est par la femme, c'est grâce à la femme et à son travail, encore une fois, rationnel, économe, patriotique, qu'on va défendre la famille. À sa soumission aussi, j'imagine. Ben, c'est ça, c'est que sa soumission, c'était, évidemment, ça s'inscrit dans des relations patriarcales. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, mais c'est comme s'il fallait justement la soumettre pour qu'elle assure ce travail-là, notamment pour pouvoir s'assurer que l'homme puisse aller travailler à l'usine. Donc, on s'assurait en fait de pouvoir non seulement exploiter le travailleur à l'usine, mais de s'assurer qu'il y a quelqu'un aussi en plus qui travaille gratuitement pour ce travailleur-là qui travaille à l'usine. Donc, finalement, le patron a accès à comme 2 personnes via cette institution qui, d'un côté, exploite les hommes à l'usine et s'assure que les femmes au ménage font le reste de la job pour que le système dans son ensemble se tienne. Donc oui, ça prenait vraiment cette soumission-là pour accepter un rôle qui, ultimement, est caché et n'est pas rémunéré et ainsi de suite.
Mais moi, je suis intriguée parce que tu parles beaucoup de la rationalité, de la femme comme personne rationnelle, puis patriotique et tout ça. Mais quand on pense à la féminité, on pense pas nécessairement à la rationalité. Là, on pense à la femme émotive, puis tout ça. Donc, est-ce que c'est venu plus tard, ça, ou est-ce que c'est autre chose? Bien, ça, c'est venu en fait très, très tôt. Dans les premières écoles d'enseignement ménager, on parlait carrément de fusionner la science et la moralité au sein d'une espèce de science ménagère qui serait scientifique, donc qui s'intéressait à la chimie, à la biologie, à la psychologie des enfants, etc. Donc oui, ça va vraiment à l'encontre du stéréotype de la femme comme étant émotive et peu rationnelle. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant avec l'histoire de l'enseignement ménager, c'est que même si, puis ça a été à la fois critiqué et valorisé pour le fait que, d'un côté, oui, c'est vrai qu'on encourageait cette assignation de la femme au rôle de ménagère, mais en même temps, on valorisait ce qu'elle faisait et on essayait même de le professionnaliser, de le rendre meilleur. Donc, les femmes, surtout qui ont enseigné l'enseignement, c'est ça, les arts domestiques ou les arts familiaux, là, ça a pris plusieurs nomenclatures dans le temps. Il y avait cette volonté de c'est ça, pas juste être la ménagère, mais d'être une bonne, une forte, une ménagère intelligente qui aiderait vraiment non seulement sa famille, mais même toute la société à progresser. Puis, dépendamment des régions, il y a eu différentes écoles de pensée. Il y en a qui étaient même très, très progressistes et qui voyaient le rôle de la femme ou le rôle du travail ménager comme étant une espèce de moteur de transformation sociale. Donc, on était vraiment très loin avec ce genre d'idée-là. Mais c'est sûr que, globalement, tu viens quand même un peu jouer dans le jeu du patriarcat en disant, tu vas être ménagère puis tu vas être fière ménagère. Tu vas t'investir là-dedans, tu vas te spécialiser là-dedans. Donc, il y a comme plein de paradoxes là-dedans qui sont quand même intéressants. D'ailleurs, je pourrais peut-être poursuivre là-dessus. J'ai parlé d'Église. Donc, l'État a en fait longtemps soutenu le rôle de l'Église. L'État a carrément financé les écoles. Ils ont évidemment intégré de l'enseignement ménager dans les cursus scolaires. Jusqu'à très tard, en fait, même après la Révolution tranquille, les cours d'enseignement ménager étaient approuvés par des conseils catholiques jusqu'aux années 80, disons. Là. Donc, même avec la laïcisation, cette influence est restée assez longtemps. Mais donc, effectivement, avec la Révolution tranquille, avec les dernières décennies, particulièrement au Québec, mais ailleurs aussi, il y a eu des efforts pour séculariser le rôle de l'État. Donc, plus spécifiquement avec le rapport parent durant les années 60, on a vraiment pris le relais comme institution qui visait à former les gens, particulièrement les femmes, aux affaires ménagères. L'Église a continué de jouer un rôle là, pendant quelques décennies, mais à partir du rapport parent, c'est vraiment le début de la fin pour le contrôle de l'Église sur l'enseignement ménager. Donc, non seulement l'État est en train de se laïciser, mais il cherchait à répondre à des nouveaux besoins dans le marché. Donc, on avait des nouveaux besoins en termes de main-d'œuvre. Donc, il fallait aussi encourager les femmes à être autre chose que ménagères parce que l'économie avait besoin d'autre chose que des ménagères. Donc, c'est une période aussi où, comme on sait, là, c'est aussi une période de foisonnement pour les droits des femmes et les mouvements sociaux. Donc, il y a eu à la fois ces mouvements pour revendiquer plus de droits, plus d'égalité. Il y a eu une arrivée massive sur le marché du travail. Ça a également fait que, c'est ça, en étant rémunérées, les femmes étaient plus autonomes. On augmentait aussi la quantité de revenus que les ménages gagnaient, ce qui faisait aussi augmenter la consommation. Donc, finalement, toute cette situation-là, c'est juste du gagnant-gagnant pour l'économie. En fait, le seul perdant là-dedans, c'est l'Église, vu qu'il perd son contrôle et que, justement, il n'est plus en mesure de jouer le rôle qu'il se donne lui-même en tant que formateur des remparts de la race qui vise justement à défendre contre les excès du consumérisme. Mais donc, voilà, on se retrouve dans une situation où les femmes sont arrivées massivement sur le marché de l'emploi. À partir de ce moment, on peut se poser la question, si les femmes travaillent sur le marché, c'est qui au juste qui s'occupe du ménage? Déjà, si on regarde les statistiques aujourd'hui, on voit que c'est encore les femmes. Il y a par une bonne marge, là, les femmes font en moyenne passent plus de temps à faire des tâches ménagères que les hommes. Ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi, en revanche, elles ont tendance aussi à moins travailler d'heures que des hommes. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi les femmes choisissent des carrières où, en moyenne, elles vont moins travailler, plus de temps partiel, plus de congés, etc. Mais voilà, c'est peut-être en partie parce qu'elles ont des responsabilités à la maison et elles doivent donc faire des choix pour ne pas faire de burn-out.
Mais n'empêche qu'il y a ça. Il y a le fait que le travail ménager demeure largement... c'est ça, ça demeure largement la responsabilité des femmes. Mais il y a aussi le marché qui a été en mesure de proposer tout plein de nouveaux objets de consommation, notamment les électroménagers, des repas prêts à manger, des trucs jetables, tout plein de choses qui ont aidé quand même à réduire le temps de travail nécessaire pour maintenir un certain niveau de vie ou sinon à permettre d'avoir même un meilleur niveau de vie pour la même quantité de travail. Donc, ce qui est vraiment intéressant aussi à ce niveau-là, c'est que au moment où le marché est en train de produire tout plein de nouveaux trucs avec les nouvelles technologies, là, on parle de la période d'après-guerre, il y avait d'un côté encore beaucoup de femmes qui étudiaient l'économie domestique ou les sciences ménagères, peu importe comment on appelle ça. Et ces économistes domestiques ont même été embauchés dans des entreprises. C'est arrivé dans plusieurs entreprises qu'elles ont travaillé pour ces entreprises pour en fait les conseiller sur comment mieux vendre des biens et des services aux femmes. Et ça a été toujours un peu compliqué, cette relation-là, parce que d'un côté, les entreprises étaient un peu comme imposteurs dans certains cas. Par exemple, si une entreprise dit je vais te vendre une formule pour bébé, comment tu fais pour convaincre une maman que plutôt que de faire à manger par elle-même, tu devrais acheter cette formule pour bébé? En fait, ils ont embauché justement des économistes domestiques en disant toi, tu vas m'expliquer comment moi je vais faire pour convaincre les femmes. En fait, à ce moment-là, dans cette période-là, dans les milieux du marketing, on parlait de la femme comme le sexe acheteur. On s'adresse à la femme lorsqu'on vend parce que c'est elle qui prend beaucoup des décisions sur les petits achats au quotidien qui sont nécessaires au ménage. Donc, puis ça aussi, c'est une relation qui a été très paradoxale parce que les économistes domestiques se voyaient comme des espèces de diplomates où, d'un côté, je travaille pour l'entreprise, donc je veille aux intérêts commerciaux de l'entreprise, mais je veille aussi pour les intérêts des consommateurs, des consommatrices, parce que fondamentalement, l'économie domestique est supposée être quoi? Scientifique, rationnelle, patriotique, donc des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux. On est supposé réfléchir à la santé et le bien-être de tout le monde, mais en même temps, tu travailles pour une entreprise qui veut juste vendre. Hydro-Québec, d'ailleurs, a fait appel aux économistes domestiques aussi, parce qu'il fallait convaincre les gens d'utiliser l'électricité à un moment où l'électricité n'était pas très stable, etc. Donc, ils ont aussi joué un rôle dans la diffusion de l'électricité au sein des ménages, l'électrification des ménages. Ils sont hot. Oui, c'est ça. Ils ont joué un rôle important, mais paradoxal. Donc, c'est ça. On pourrait donc dire que vu qu'on achète beaucoup de ce qui nous permet de se reproduire, c'est comme si la division du travail a comme un peu dépassé les frontières du ménage. Parce que c'est les entreprises qui fabriquent beaucoup de ce qu'on utilise. L'État a pris un rôle aussi. C'est juste, pensons à l'éducation des enfants. La forte majorité de l'éducation se fait par l'État. La santé, le soin des aînés, il y a plein de trucs qui ont été carrément externalisés. Et en revanche, nous, on doit travailler pour, justement, nourrir ce grand système économique. Et en revanche, on prend soin de nos enfants un petit peu, on prend soin des aînés un petit peu. Je dis un petit peu parce que c'est pas des services qui sont parfaits, loin de là, mais c'est ça. Donc, la division s'est un peu agrandie. Puis, j'ai parlé tantôt de 4 grandes institutions, mais un mot rapide sur les mouvements sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les mouvements sociaux, tu as des gens qui s'organisent pour essayer de proposer des alternatives à tout ça, qui, pour moi, font un peu comme l'Église faisait dans le temps, c'est-à-dire qu'ils apportent une sorte de dimension morale à la question, puis ils ne se posent pas juste la question de qu'est-ce qui est bon pour l'économie. Parce que l'État et le marché, ils pensent juste à faire rouler l'économie. Donc, quand leur influence sur le ménage est influencée par leurs objectifs, c'est ça. Ces objectifs de rentabilité et tout ça. Les mouvements sociaux peuvent proposer des alternatives comme, par exemple, le cohabitat. Tu as des gens qui se mettent ensemble dans des blocs ou des lieux d'habitation où ils vont partager des espaces communs. Ils vont partager des responsabilités comme le nettoyage ou la préparation des repas. Puis ça fait en sorte que... Ça, c'était populaire au Québec, ça? C'est populaire? Je pense pas particulièrement. Okay. Il y a beaucoup plus... En tout cas, dans ce que moi, j'ai vu, c'est beaucoup plus un phénomène qui est répandu en Europe, mais c'est pas un phénomène qui est très répandu tout court, justement parce que ça vient tellement dans l'intimité des gens que ça peut paraître vraiment... ça peut paraître un peu fou de dire que tu vas ouvrir ta maison à une autre famille et qu'on va partager des... Même si, quand tu y réfléchis, tu te dis, ça a vraiment beaucoup de sens de partager davantage, de s'entraider. Tu sais, c'est les familles monoparentales, les personnes âgées, tout le monde peut finir par y gagner. Donc, c'est ça, c'est juste une alternative parmi quelques-unes là, que moi, j'espère pouvoir mieux étudier pour voir concrètement ce qu'on peut faire de mieux dans notre façon de gérer notre ménage. OK. Je suis juste curieuse parce que tu disais, tu as fini avec les mouvements sociaux. Dans le fond, c'est que ta thèse va spécifiquement s'attarder aux mouvements sociaux?
ou c'est pas ce que tu as voulu dire? J'aimerais explorer les alternatives parce que je pense que c'est l'aspect de la thèse qui va pas juste à faire une analyse historique, mais qui va essayer de comme populariser et peut-être même co-construire, si possible, avec ces mouvements, si je peux faire une recherche un peu plus participative. Bref, c'est ça. C'est que pour moi, c'est tout l'intérêt de la recherche, c'est pas juste de comprendre le phénomène, mais c'est de voir si on peut pas, contribuer quelque chose par ce travail d'intellectualisation à des alternatives, parce que justement, si ce sujet m'intéresse, c'est forcément parce que je trouve que on n'en parle pas assez, puis cette division du travail, pour moi, est pas efficace, elle est pas bonne pour les gens. C'est ça, la manière dont on gère notre ménage a été façonnée d'abord et avant tout pour répondre à des impératifs de croissance économique, puis on le voit concrètement à travers les choix que l'État a fait et à travers c'est ça, les choix qu'on nous offre en termes de produits et de services. À chaud. Le à chaud, c'est un moment où on partage un autre point de vue sur le même thème par une autre personne. Fait que ça permet de différencier les sources, puis ça permet de valider encore plus, de donner plus de crédibilité à nos savoirs. Parce que, tu sais, on invite des experts ici en studio, mais on fait aussi une petite recherche quand même de notre bord, moi puis Charles. On lit des articles et tout ça, puis on veut vous en faire profiter quand même. J'ai eu pour vous, pour en finir avec la famille, Abolir, prendre soin et s'émanciper de Sophie Lewis. Sophie Lewis, elle a un doctorat sur la reproduction assistée, puis dans sa thèse, elle va parler justement de justice reproductive, puis elle va argumenter pour la légalisation et la normalisation de la pratique de mère porteuse. Puis c'est dans ce cadre-là qu'elle va développer l'argument de l'importance de normaliser en fait ces pratiques alternatives-là pour repenser la famille nucléaire. Puis c'est là que vient son petit livre Pour en finir avec la famille, qui, vous le voyez, c'est un titre plutôt provoquant, là. C'est une proposition qui est plutôt radicale, mais ça va remettre en question l'aspect naturel du concept de famille, de la famille qui est constituée de deux parents, de leurs enfants, d'une certaine filiation. Puis, on prend souvent cette forme-là pour acquise, alors que Lewis va argumenter qu'elle est pleine de failles puis qu'elle est historiquement construite. La famille, c'est souvent conceptualisé comme un lieu de refuge, un lieu accueillant, mais qu'en fait, il y a une multitude de violences qui se passent au sein des familles. Si on prend juste les exemples des personnes LGBTQ qui se font exclure de leur famille, ou de la violence conjugale, ou des abus sexuels qui se passent majoritairement par des gens qu'on connaît et qui sont souvent dans la famille, tout ça montre que c'est pas nécessairement toujours les lieux les plus confortables pour plusieurs personnes. Puis elle va mettre aussi l'emphase sur les injustices donc que ça génère. Il n'y a pas toutes les familles qui sont aussi compétentes les unes que les autres, qui ont autant de privilèges que d'autres. Puis ça fonde son argument sur un argument assez puissant autour des droits des enfants. Donc pourquoi certains enfants ont moins de chances que d'autres? Parce qu'ils naissent dans certaines familles plutôt que d'autres. Puis ce qu'elle reproche beaucoup à la famille, c'est que ce serait un projet qui est nécessaire du moins au capitalisme sur plusieurs points. Entre autres, elle va parler que la famille privatise les soins. Elle dit « Les soins, le partage et l'amour seraient plus généralisés si la famille ne revendiquait pas l'exclusivité. » Et ça, elle prend cette citation-là, en fait, de Barrett et McIntosh, qui sont des féministes marxistes qui argumentaient pour les droits des enfants autour des années 90. Puis la famille aussi, comme on en a parlé un peu, ça reproduit les classes sociales. Donc on va hériter de génération en génération l'héritage financier. Puis ça fait en sorte que ça répète les classes sociales. Parce que si tu es né d'une famille riche qui s'est enrichie grâce à l'esclavagisme, les esclaves, eux, n'ont pas d'héritage financier et n'ont pas pu léguer ça ensuite à leurs enfants. Donc même aujourd'hui, on constate ces écarts-là et ces injustices-là. Elle va aussi parler des sociétés autochtones et marronnes qui n'avaient pas nécessairement justement développé la notion de propriété privée. Au Canada et aux États-Unis, c'est des politiques fédérales en fait qui ont imposé le mariage pour dissoudre justement les modèles tribaux de propriété collective. Donc le concept de famille qu'on connaît, c'est quand même, selon cette position-là, un projet colonial, capitaliste et souvent sexiste aussi, parce que une fois que les familles se constituaient, que les femmes se mariaient avec des hommes, on donnait justement le droit de décision souvent aux chefs de clan et donc à des hommes mariés. Puis dans le livre, elle va justement retracer tous les mouvements qui ont proposé avant
Avant elle, l'abolition de la famille. Elle va parler entre autres du français Fourier en 1840, qui avait parlé de communauté intentionnelle, de polyamour et de concept d'anti-travail. Elle va aborder les luttes décoloniales, les luttes queer, et aussi les communistes et les féministes qui avaient proposé différents arguments en ce sens-là. C'est un livre qui reste principalement théorique, donc on a un peu l'eau à la bouche sur qu'est-ce qui se passe après l'abolition de la famille. Ça ressemble à quoi une société sans famille? Qu'est-ce qu'on fait? Elle met certaines pistes par rapport aux communes, les cohabitats, mais j'ai pas plus de réponses pour vous, malheureusement. Si vous voulez voir Maryse nous parler sur vidéo, le lien est en description de l'épisode, ainsi que les références. Aujourd'hui, on vous invite à vous abonner à notre infolettre parce que, bon, on parle là, ici en balado, mais on a aussi des petits événements une fois de temps en temps, des lancements, Des enregistrements devant public. Exactement. Fait que si vous voulez participer à ces événements-là, ben, les personnes sur notre infolettre vont être les premiers invités et mis au courant. Rendez-vous sur notre site web ondecivique.com. On remercie Oxfam. À chaque saison, on a un partenaire en fonction de la thématique. Oxfam a une campagne annuelle pour valoriser le travail invisible. Ça allait de soi, en fait, qu'on les sollicite. Et on remercie aussi leur expertise précieuse qui a été très utile pour faire évoluer la discussion. Et Oxfam aussi a convié en partie ses membres pour notre enregistrement devant public. Donc, merci beaucoup, Oxfam, pour votre aide. Un super partenariat. On est très, très heureux. Je pourrais pas le dire assez souvent. Merci! Onde civique, un balado scientifique pour nous mobiliser. Avant de retourner à Paolo, je vais faire un petit résumé de ce qu'il nous a dit jusqu'à présent. Il nous a donné une définition du travail ménager et aussi de la reproduction sociale. Puis ça va nous aider à comprendre au fil aussi des prochaines entrevues de quoi on parle. Et Paolo nous a aussi donné le portrait du rôle historique des institutions dans le travail ménager. Qu'est-ce que ces institutions-là ont eu comme impact sur les ménages et le travail en tant que tel ménager. Donc, les 4 institutions que Paolo nous a décrites sont l'Église, l'État, le marché et les mouvements sociaux. Puis maintenant, on retourne pour regarder un peu plus les problèmes de la configuration actuelle de ces institutions, mais on va aussi explorer, vous allez voir, quelques idées afin de faire bouger les choses. T'sais, moi, mon inspiration pour cette thèse-là, ça a été des mouvements et des féministes qui parlaient souvent de travail invisible et de reconnaissance du travail invisible, puis qui m'ont amené à connaître l'histoire des premières revendications féministes pour la rémunération du travail ménager, etc. Puis ça fait vraiment réfléchir parce que tu dis, c'est vrai, on n'en parle jamais, mais c'est pourtant comme le centre de notre vie. Quand on parle d'un ménage, c'est quasiment genre, c'est toi. C'est toute ta vie est dans ton ménage. C'est littéralement comme ce qui te permet d'être la personne que tu es. C'est ta propriété. Encore une fois, c'est un peu comme quand on parlait des dynamiques de classe. C'est parce que c'est ça, on aimerait mieux regarder comment vivent les riches. Puis quand on regarde comment vivent les riches, ben eux, ben c'est des grandes maisons, puis c'est des parties, puis c'est le bateau, puis c'est le bateau dans le bateau, puis c'est tout plein de trucs qu'on n'a pas. Donc, il y a, je pense, une espèce de malaise à parler même de comment on vit personnellement parce que c'est ça, on peut pas tout aspirer au niveau de vie qui nous sont présentés. Même, tu sais, t'écoutes une série de télé, les personnages ont toujours des grandes maisons, ils ont toujours des grands condos. C'est fou, là. C'est genre, tu t'écoutes Big Bang Theory, How I Met Your Mother, you name it. Là, tu t'écoutes n'importe quoi. Là, c'est jamais du monde qui vit dans un appart un peu sale, qui avec les planchers croches, là, tu sais, c'est genre dans Rosemont. Tu sais, c'est comme, c'est toujours genre condo New York. Tout est super cool. Donc, on voit ça, puis on n'a pas le goût de parler de notre sphère privée. On a peut-être honte, ben oui. Ben, c'est ça. Une de nos questions dans le travail invisible, c'était comment reconnaître le travail invisible, comment le rendre sexy, mettons. Fait que ce serait peut-être aussi une des solutions d'essayer de rendre ça sexy. Ça ressemblerait à quoi, Maryse? Ah, bonne question. Le travail invisible. Avec une voix sexy. Puis, juste un mot là-dessus, c'est drôle parce que c'est ça, de la manière qu'on en parle, on se dit, ben, c'est pas du tout sexy, ça. Puis je trouve que c'est là où il y a un lien très intéressant à faire avec le travail ménager et surtout les revendications féministes autour du travail ménager, c'est que c'est tous des trucs qui sonnent jamais sexy, mais qui sont ô combien nécessaires. Puis c'est peut-être pour ça qu'on parle pas beaucoup de l'enseignement ménager ou du ménage tout court. C'est un peu la sphère privée, c'est caché. Mais c'est parce que c'est pas des trucs qui sont fondamentalement aussi sexy que genre innover puis inventer un iPhone. Donc, il y a un problème juste dans notre culture et notre façon de penser. Sans vouloir, je suis pas en train de dire que je regrette que l'Église soit plus une force dominante, mais
c'est quand même drôle de penser que fut un temps, avec tous ces travers, l'Église cherchait quand même, je pense de façon honnête, à protéger les gens contre les excès de la modernité. Après, c'était imprégné de tout plein de dynamiques de pouvoir hyper malsaines qu'on est content d'avoir d'avoir éliminées. Mais il faut qu'il y ait une force sociale, en quelque part, qui est capable de jouer ce rôle-là. L'État est beaucoup plus... L'État couche avec les grandes entreprises dans le sens que... Ça, c'est sexy. Ça, c'est sexy. Dans le sens, tu sais, c'est ce mariage entre l'État puis le marché. Moi, je trouve que politiquement, comme projet, c'est vraiment ça le défi. Ça a été le défi des féministes, je pense aussi. Comment tu rends un projet politique qui est aussi... Tu sais, c'est ça, qui est un peu drabe, fondamentalement. Tu sais, c'est pas genre on va s'approprier un terrain puis se battre contre la police puis tu sais, il y a eu des mouvements sociaux où il y avait comme une dimension de conflit puis de démonstration de force. Puis là, on est dans des trucs qui sont un peu plus à l'ordre de la réflexion puis les choix difficiles puis prendre soin. Puis c'est un peu ça le problème, c'est que le système arrête pas de nous promettre OK, ben ouais, là, embarquez dans l'intelligence artificielle puis là, vous allez pouvoir faire tout plein de trucs cool. Ah oui, ça va consommer ça va consommer tout plein d'énergie puis de ressources puis ça va être une catastrophe environnementale, mais ça va être tellement cool. Alors, tu sais, puis on carbure à ça comme société et ça, il faut définitivement qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Je sais pas d'où il va venir, mais déjà, en tout cas, on en parle. Mais en fait, ça intéresse les ménages. Comment sauver du temps, comment plier une couche lavable. Quand même, il y a plein de... Marie Kondo. Oui, non, mais pour vrai, c'est vraiment. C'est vrai. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Un de mes comptes préférés sur Instagram, c'est juste un dude qui nettoie sa maison. Puis qui nous montre comment nettoyer genre chaque pièce, chaque truc, chaque système de ventilation, puis ci, puis ça. Tu sais, comment nettoyer son four, des affaires de même. Puis hyper populaire. Puis il rend ça super positif. C'est drôle, là. C'est un gros dude vraiment musclé. Puis il a une voix toute douce. Puis il dit « Aujourd'hui, on va nettoyer le frigo. » Puis c'est super populaire. Donc, il y a clairement un appétit pour ça. Et je pense que, tu sais, qui s'est pas déjà posé la question « Pourquoi j'ai pas appris à, genre... tricoter du linge ou faire de la cuisine quand j'étais à l'école. Ben, avant, on le faisait. Avant, on faisait ces cours-là. Ça existe encore un peu. Ouais, j'étais au secondaire dans une école privée de sœurs. Là, fait que... Ben oui, voilà, c'est ça. C'est que on a perdu cette force sociale qui essaie un peu d'organiser la sphère privée. Tu sais, c'est associé à la domination des femmes, la domination de l'Église. Donc, tu sais, c'est comment recréer un intérêt pour ça? La question de Catherine est bonne parce que je pense que les gens reconnaissent que la société est un peu folle, mais se posent pas souvent la question comment ça se fait que j'ai aussi peu de temps ou que je me sens toujours comme si je courais tout le temps, alors que c'est un phénomène super récent dans l'histoire de l'humanité. Là, ça fait des dizaines de milliers d'années qu'on est là dans notre forme actuelle, disons, mais pourtant, ça fait juste 250 ans qu'on doit travailler 40 heures pour faire... puis, être dans l'auto pour se rendre au travail, puis tout ça. Donc, c'est des bonnes questions. Puis je pense que c'est ça. Peut-être qu'il y a une manière de transformer ces malaises, cette anxiété, cette volonté que les choses changent en se disant, ben on peut faire ça, puis ça peut prendre autre forme parce qu'il faut continuer de manifester puis s'organiser pour revendiquer certaines choses. Mais on peut aussi peut-être se dire, ben je peux commencer chez nous, mais le faire aussi avec des autres pour que ça soit pas juste un projet que tu fais en cachette individuellement. Là. Le but, c'est pas de dire que il faut que chacun prenne ses responsabilités individuelles. Mais si on se parlait de comment on prend ses responsabilités, si on essaie de s'entraider, si par exemple, là, le cohabitat, c'est un exemple que j'aime donner parce que c'est un phénomène assez répandu, mais quelque chose d'aussi simple que, disons, tu demandes à ton voisin, genre, « Hey, faisons l'épicerie ensemble. Toi, tu y vas une semaine, moi, j'y vais une semaine. » C'est simple, là. C'est tellement simple. C'est juste qu'on le fait pas parce que personne ose rentrer dans la sphère privée de l'autre comme ça. Mais en même temps, tu prends une liste, tu lui donnes, peut-être une couple de fois, il va se tromper dans ta marque de craquelin, mais c'est pas grave. Tu viens de sauver une heure. Ben, Catherine, toi, tu l'as pas entendu, là, mais c'est la personne qui a soumis ce problème-là. Est-ce que tu as des questions que tu aimerais lui soumettre pour qu'elle poursuive sa réflexion? Je pense qu'à ce moment-là, je mettrais peut-être mon chapeau de wannabe économiste domestique, puis je dirais, est-ce que tu as essayé de réfléchir à cette question du temps d'un point de vue scientifique? C'est-à-dire, as-tu déjà fait l'exercice de sortir un petit calepin ou c'était comme moi, un fichier Excel, et vraiment, tu sais,
prendre la mesure du temps que tu travailles, du temps que tu accordes au travail, au transport, au nettoyage. Tu peux faire... Les économistes domestiques étaient fans de Taylor, puis Taylor, lui, se promenait avec son petit chronomètre, petit chronomètre, puis il faisait tic-tac, tic-tac. Puis peut-être que... Tu sais, c'est une question un peu que je lance... en me disant, ça pourrait être un projet le fun de vraiment s'y intéresser parce qu'on pourrait peut-être être étonné. Moi-même, je l'ai jamais fait. Ça fait longtemps que j'y réfléchis, en fait, que je me dis, j'aimerais pour le fun vraiment comme faire tout l'exercice, mais c'est sûr que ça prend du temps. Est-ce que tu es en train de nous lancer un défi, Paolo? Ben écoute, oui. On fait ça. Hey, merci infiniment, Paolo. Ah, très cool. Si vous voulez en apprendre plus sur Paolo et ce qu'il avait à dire sur Travailler moins, on vous invite à réécouter l'épisode 3, Travailler moins, un privilège. Donc, si on en revient à Catherine, là, elle se demandait si une meilleure répartition des tâches ménagères nous aiderait à avoir plus de temps de qualité. Puis en fonction de ce que Paolo nous a révélé, on peut comprendre que les tâches du ménage, leur fonctionnement, c'est fortement influencé par les institutions qui ont eu de l'importance à différents moments dans l'histoire. Donc, on a vu que historiquement, en Occident, les femmes ont pris l'essentiel des tâches domestiques, là, puis ça a été encouragé, entre autres, par l'Église. Puis ensuite, l'État a pris un peu plus en charge ces activités-là de ménage avec l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Mais les femmes ont tout de même continué à en faire un peu plus que les hommes. Puis là, en ce moment, on voit un peu que le marché prend de plus en plus une place dominante. On voit aussi que l'État s'effrite parce qu'il est un peu encoquiné avec le marché, là. Donc, tu sais, ça augure un peu mal. On peut entrevoir une charge domestique qui n'est plus prise en charge par aucune institution, sauf le ménage. Donc, est-ce que dans ce contexte-là, les femmes vont écoper? Ça fait un petit peu peur. En contrepartie, ce qui viendrait sauver la donne, entre autres, de ce qu'on peut entendre avec Paolo, c'est les alternatives qui viennent des mouvements sociaux, qui permettraient de réfléchir de façon un petit peu plus collective les façons de vivre la sphère domestique et la sphère privée. Donc, dans le fond, les prochaines pistes qu'on va envisager avec On Civique, c'est de regarder la socialisation des hommes et aussi de voir, dans un deuxième temps, le potentiel possible des mouvements sociaux pour collectiviser ces tâches-là. Moi, ce que je retiens de cette conversation-là, en le réécoutant, c'est que je me demande pourquoi c'est mal vu, pourquoi on n'a pas cette habitude-là de demander de l'aide aux gens. Hein? Pourquoi c'est si compliqué et inconcevable de demander à son voisin, sa voisine, de faire notre épicerie de temps en temps? Bien, pourtant, je suis certain que si un ou une voisine arrive là, chez nous, cogne, puis demande de l'aide, là, si je lui offre pas mon aide tout de suite, je vais me sentir mal. Mais aussi, je vais chercher d'autres façons de l'aider, tu sais. En fait, ce qui nous empêche de faire ce pas-là, d'aller vers l'autre puis de demander de l'aide, c'est peut-être la peur. La peur de toutes sortes d'affaires, d'être rejeté, la peur de demander de l'aide aussi, hein, c'est d'être perçu comme faible. Hein, c'est tellement important dans nos sociétés, être autonome, prendre sur soi. C'est vrai, hein? Puis ça me fait penser que moi, j'ai pensé à tellement de reprises de demander à ma voisine de garder ses enfants parce que je suis comme en craving de bébé. Là. Je ferai plus de bébé, moi, mais j'ai envie de m'occuper de bébé. Puis elle en a à côté, mais je suis comme juste trop gênée de demander. Bien, le pire qui peut t'arriver, c'est qu'elle dise non. Je sais. Puis sinon, ça va peut-être être dans une petite boîte dans sa tête, puis un jour, elle va y repenser. Là. Je vais y faire écouter l'épisode. Mais donc, toi, tu as peur de proposer ton aide. C'est intéressant, ça. Ouais. Fait qu'on est chacun dans nos peurs, chacun dans nos maisons en se disant, mais on devrait pas se parler, tu sais. Alors que non, c'est ça. Si on se parlait, si on était dans une situation, dans une société où on se parlerait plus, on se connaîtrait mieux, on se ferait plus confiance, puis finalement, le travail invisible serait naturellement plus redonné à la communauté, finalement. Le travail ménagerie serait plus entre quatre murs, puis il serait plus visible, plus reconnu. Wow. Moi, je pense que de demander de l'aide, c'est vraiment une solution concrète au manque de temps de qualité. Cette première saison est soutenue par le Fonds de recherche du Québec et la chaire entrepreneuriale Altérité Société et Oxfam. Dans le prochain épisode, on rencontre Margie d'Anjou. Puis quels seraient d'autres modèles? Déjà, il y a l'idée que peut-être qu'on passe trop de temps au travail. Dans cet épisode-là, on comprend pourquoi Charles est abonné au Jardin botanique de Montréal. Là, on peut se dire, est-ce que je peux encore me permettre de passer 1 heure sur les réseaux sociaux quand finalement, moi, je préférerais plutôt, je sais pas moi... Aller sentir des fleurs pendant 1 heure. Exactement. On se retrouve bientôt. Et c'est fini! Moi, là, j'ai plein de plans pour ma voisine qu'elle sait pas. Okay. Non, mais c'est vrai. Je rêve de
qu'on élève des poules ensemble, genre. Parce que là, il y a un contexte, là, c'est que, tu sais, quand j'ai acheté ma maison, les 2 maisons étaient en vente à l'époque, là, puis tu sais, j'avais parlé avec la personne qui avait la maison de ma voisine, au final, puis il disait que, tu sais, la personne avant lui élevait des chiens. Puis tu sais, comme ils ont Il fait des chiens. Oui, il y avait un petit cabanon, genre chauffé pour ses chiens, puis tout ça. Fait que je sais que le cabanon de ma voisine est chauffé. Puis là, je me dis, ben, tu sais, on pourrait avoir des poules. Puis là, les poules auraient déjà un espace chauffé où ils pourraient aller. Puis là, nos enfants pourraient caresser les poules. On pourrait avoir des œufs de poules en liberté. Tu sais, ça serait le bonheur, là. Wow. Fait que c'est ça. C'est vraiment des beaux plans. Moi, Moi, je t'invite à le faire. Mais je comprends, c'est gênant. Mais en même temps, c'est flatteur. Tu sais, quelqu'un arrive chez vous et dit, hey, j'ai un plan, j'ai des idées. Donne-moi ton cabanon, man. Non, mais t'es en train de dire, j'ai pensé à toi. C'est le fun. Ouais. Et le pire qui peut arriver, c'est que c'est ça soit flatteur. Puis que la personne, puis ton plan échoue, mais. Ouais. C'est comme briser mes rêves. Tu sais, je brise mes rêves. J'aime mieux le fantasmer comme ça. Fantasmer à mes poules et à ma relation avec ma voisine. Ben, reste avec tes poules fantômes. Travail invisible. C'est ça. Des poules invisibles. Oh, pauvre poule. Pourquoi pauvre poule? Parce qu'ils sont Ben, pas dans ta famille? Non, mais je veux dire, l'industrie des poules, l'élevage des Ah. poules, c'est triste, ça. Ah, vraiment. Ils tuent tous leurs bébés. Est-ce que ça, c'est un plan avec une autre de tes voisines de mettre à mal cette industrie-là? Ou non. À suivre. C'est une autre affaire. Une autre affaire.